Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve ce soir pour un nouvel hors délai. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, bien évidemment, je suis toujours avec mon copain Colby juste en dessous. Colby, comment ça va? Ouais, écoute, ça va, ouais, c'est vrai que ça date, hein, passer sur cette chaîne. Donc, Ouais, ouais. je vois que, ouais, ça tu manqué à beaucoup de monde dans le chat et ouais, bah, on était obligé de revenir, hein, avec la course qu'on a eue aujourd'hui, enfin, comment ne pas revenir, directement dessus, quoi? Ouais, c'est ça, on se retrouve en ce samedi. Habituellement, vous le savez, hors délai, c'est les lundis. Mais comme on vous l'a annoncé lors du dernier hors délai en début de semaine, bah, quand il y a une course par étape, en l'occurrence ici Catalogne qui commence un lundi et qu'on a un gros monument, une grosse classique le week-end juste avant, on décale d'un jour ou deux hors délai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va débriefer Milan-San Remo, la Primavera, le premier monument de la saison qui s'est terminé il y a même pas une heure là au moment où on parle. Et on va aussi faire une petite preview de la Catalogne et il y a pas mal de choses à dire. On a eu un beau final là. Ouais, beau final, un vainqueur un peu surprise, enfin, un scénario même, peut-être un peu surprise Ouais. et ouais, franchement, non, c'était cool à regarder, enfin, forcément, il y a la sieste habituelle de tout le monde, sur la course. Bah, il fallait pas non plus la faire durer trop longtemps parce que ça a démarré assez vite et ouais, c'était quand même sympa à regarder donc Milan-San Remo qui commence à retarder enfin, à raccourcir les durées de sieste des spectateurs, chaque année. Peut-être que l'année prochaine, ben, enfin, ce sera encore plus tôt que ça va commencer à démarrer la course et ouais, peut-être à un moment, on dormira même pas sur Milan-San Remo, faudra pas dormir, quoi. Coup de bordure. L'année vent de côté, coup de bordure au départ. Boum, Ah non, ça c'est part. clair. Donc ouais, comme on l'a dit, sans Remo, on va revenir sur la course, sur le final. On va un petit peu parler des différents coureurs, des différentes tactiques utilisées des certaines équipes. Vous êtes là sur le chat pour donner votre avis et débattre aussi. Et on est parti. On est parti, on est parti. Je vous affiche directement pour commencer le top 10 de ce Milan-San Remo si vous n'étiez pas là cet après-midi pour repas de famille ou je ne sais quoi. Jasper Philipsen a remporté son premier monument. Le Belge de la Alpecin de Koenig s'est imposé dans un sprint à 11 aujourd'hui devant Michael Matthews et Tadej Pogacar. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses à parler. Le niveau de Betchol, le sprint des Lidl Trek, la tactique des Lidl Trek pour Mats Pedersen. On a eu un gros finish de Matej Moric aussi qui a retenté sa spéciale. Donc, bah, je te laisse commencer. Je sais pas par. Tu veux commencer par quoi? Par qui? Bon, en vrai, on peut faire le top 10 dans l'ordre. Peut-être juste un mot aussi pour l'échappée, qui n'a jamais eu plus de 2 minutes d'avance sur cette Oui, c'est course vrai. Ouais, et c'est un petit multi-PCM, quoi. Ouais. ouais, c'est ça et dans une course qui a été, bah, la plus rapide depuis un moment, bah, l'échappée aussi a été très vite et reprise quand même assez tard, hein, il faut le dire, au sommet du Cipressa. Mais ouais, je pense que c'était trop dur aujourd'hui. Enfin, il y a jamais plus de 2 minutes d'avance. Les descentes ont été faites à fond du côté du peloton. Donc ouais et pour commencer, ben, je pense qu'on peut directement aller avec, bah, le top, hein, celui qui a remporté la course et son équipe. Jasper Philipsen de l'Alpecin de Quenin qui a réalisé une course, parfaite, je pense. On s'attendait pas à le voir dans le final, dans le peloton avec les meilleurs. Non, Au pas final, du il a tout. tenu et tactiquement, ça a très bien joué. Enfin, directement, il y a eu le clic Van Der Poel directement qui se met à rouler pour lui. Enfin, tout a été bien fait et puis son sprint, il passe sur la ligne, Michael Matthews et au lacet de vélo, en fait, tout simplement. Donc bravo à Philipsen, un Belge de plus qui remporte son Remo sur les 5 dernières années. On en a 3, voilà, Oh, il est j'étais obligé de obligé le de le placer, préciser putain. et ouais, Michael Matthews qui on est déçu mais ouais, parlons d'abord de Philipsen et de sa victoire. Ouais, ben moi j'avoue, quand je regarde la course, je ne savais. Je fais même pas attention à ce que Philipsen soit dans le groupe à la bascule. J'avoue qu'on était tous un peu concentrés sur l'attaque de Poga et ça descend juste après. Euh, Bah, avec du recul, tu sais, sur le moment, quand on regarde, on se dit qu'est-ce qu'il fait VDP. Pourquoi il relaie pas Poga, pourquoi il attend et tout. Bah, avec du recul, en fait, VDP il a totalement bien couru, hein. Il y avait Philipsen qui est passé, à mon avis, il a dû avoir l'info à l'oreillette à la bascule que Philipsen était présent. C'est sans doute pour ça qu'il relaie pas Poga, c'est sans doute pour ça qu'il ne tente rien aussi, parce qu'on l'a pas vu attaquer une seule fois Van Der Poel. Sur ce San Remo, il s'est complètement mué en équipier et il a géré dans le dernier kilomètre pour Philipsen. Donc ouais, c'est très très bien joué de la part des Alpecin de Koenig. Et pourtant, le dernier kilomètre, il y a eu des attaques, hein. On a eu l'attaque de Moric à la fin de la descente, il y a eu l'attaque de Pitcock aussi à un moment donné qui a contré. Ouais et il y a eu Ghana mais non, Il c'est y a Pedersen et Sobrero, Matthews qui ont Sobrero. tenté aussi au Ouais, sommet ouais, du ouais. Poggio, quand tout le monde se regardait un peu. Enfin, il y a tout plein de trucs et limite j'aurais tendance à penser que Van Der Poel était comme c'est sur sa course de reprise, j'aurais même tendance à penser il a jamais été leader sur cette course, dans le sens où peut-être qu'ils ont fait croire que Van Der Poel était leader, tout ça, à côté de Pogacar, toute la course, forcément. Mais
il a pas attaqué, alors que l'année passée, c'est sur une attaque qu'il arrive à lâcher Pogacar et à aller s'imposer avec la descente et le final qu'on connaît. Il y a juste le moment où tu as Pogacar qui remet une deuxième couche, où là, Van der Poel se lève de sa selle parce que oui, bah, il peut pas laisser Pogacar partir tout seul. Mais après, même dans la descente, il a pas mis un seul relais à Pogacar, alors que Pogacar, ben, même toi, tu m'as fait la remarque, sa descente est pas folle. Et en descente, face aux meilleurs coureurs du peloton, Pogacar n'est pas un super descendeur. Et ouais, il a pas su faire l'écart sur Van der Poel, mais Van der Poel l'a pas relayé non plus, alors qu'ils auraient pu partir à 2 et puis au sprint, ça se règle, quoi. Il y a même Pitcock qui est revenu, ils se sont retrouvés à 3 à un moment donné. Mais ouais, au final, VDP, il a vraiment fait la course parfaite. Pourtant, en vrai, je pense qu'il a. Ah, il aurait pu tenter, hein. Je pense que s'il n'y a pas, il y a pas Philipsen dans le groupe, je pense qu'il le contre à un moment donné parce que le moment où il fait le jump sur Pogacar sur le sommet, il est monstrueux, hein, parce que Ouais, enfin, ouais. moi perso, je vois Poga partir assis sur la selle, il fait le trou sur les premiers mètres. Il y a personne de capable d'aller le chercher. VDP, il est revenu en un claquement de doigts, il est revenu trop facilement. Donc je pense que s'il Ah avait non. vraiment voulu, on l'aurait vu attaquer et mettre des chiches comme il l'a fait l'an dernier. Bah, Et c'est ça, il hein, a je joué pense. la stratégie d'équipe. Bien joué, hein. Ouais, non, c'est ça, mais je pense que par rapport à l'année passée, bah, le niveau de puissance a pas vraiment changé. VDP est toujours, peut-être plus explosif que Pogacar sur un Poggio et pourtant, ouais, là, ils ont tenté de mettre à mal, tout le peloton, hein. La UAE, ils ont enfin, surtout dans les bosses. Peut-être aussi ça qui leur a fait défaut, c'est que dans les bosses, ils roulaient, mais dans la plaine, ils roulaient moins et bah, après dans le Cipressa, bah, on va aussi en parler, mais ouais, il y a pas eu, le Cipressa a pas eu l'effet escompté. Ça a tenté un record de passer sous 9 minutes. Ils l'ont pas réussi, ils l'ont fait en 9 minutes 30. Et même l'échappée a quand même assez bien tenu, l'écart, sur, le Cipressa pendant un bon moment donc ouais, peut-être qu'il ça manquait d'éléments chez eux. Je sais pas comment corriger ça pour l'année prochaine. Je sais même pas s'il y a moyen de corriger ça parce que San Remo, c'est 300 kilomètres. Rouler 300 kilomètres avec 7 coureurs, c'est très compliqué aussi. Donc je sais pas. Ouais, est-ce que UAE s'est pas vu un peu trop beau et a pas vu, en tout cas, les équipiers autour de Pogacar. Est-ce que UAE et la stratégie des DS et de l'équipe en général n'ont pas vu les équipiers trop forts que ce qu'ils n'étaient au final? Parce qu'au niveau, on a vraiment eu Del Toro qui a fait toute la Cipressa. Mais au final, au sommet de la Cipressa, il se retrouve tout seul rien qu'avec Wellens. Et bah forcément, Wellens tout seul, il peut pas faire la descente de la Cipressa, il peut pas rouler dans la plaine avant le Poggio, il peut pas faire le Poggio à fond. Donc moi, je pense que Ouais. niveau UAE, ça c'est un peu trop vu trop fort, je pense. Peut-être qu'on sentait qu'un un Hirschi aurait pu faire le taf et tout, alors qu'on l'a pas du tout vu de la course. Ouais, mais je suis d'accord, hein. C'est clairement ça parce que la compo alignée, on peut la rappeler, hein, c'est Pogacar, Covid, Del Toro, Hirschi, Novak, Ulissi, Wellens. Bah, c'est une très bonne compo, c'est une compo, que tout leader rêve d'avoir sur une course comme Milan-San Remo. Mais ouais, un Hirschi, c'est clairement pour moi le maillon faible de cette course côté UAE, mais ça me surprend pas. En fait, Hirschi, il a pas la tête à être équipé de Pogacar depuis des années maintenant. Et Hirschi, il attend juste d'avoir à chaque fois son opportunité sur les courses où il y a pas Pogacar, où il y a pas d'autres leaders. Mais même là, avec la flopée de nouveaux jeunes comme Del Toro qui arrive et même Morgado aussi sur d'autres courses, on voit que Hirschi n'est même plus le leader unique sur les courses point 1, les courses point pro. Et ouais, là, Hirschi, ça sent vraiment, pour moi, c'est vraiment l'année où ouais, faut qu'il se taille, quoi. Il a un énorme potentiel, il a un énorme niveau. On a déjà vu gagner la Flèche Wallonne, on a vu ce qu'il donnait à pleine puissance. Et ouais, ça fait 3 ans qu'on voit pas son niveau là sur les grosses courses et ouais, faut qu'il se taille, très clairement. Mais parce que moi, je pense que la stratégie et le boulot, notamment de Del Toro dans la Cipressa, il est excellent. Et je pense que l'objectif était atteint au sommet de la Cipressa. Tu regardes à la bascule dans la Cipressa, et avant que le gros du peloton revienne dans la vallée, ils sont quoi? Ils doivent être 35 max dans le groupe. Ouais, Donc l'objectif, il était atteint. Il suffisait juste pardon, d'avoir un ou deux équipiers en plus de Wellens, et c'était bon. mais Donc ouais. ouais, je pense que ça s'est un peu planté. Les équipiers n'ont pas été au niveau. Parce que Poga, au final, lui, il a été au niveau, hein. Ils font le record de montée du Poggio. Mais malheureusement, bah, trop de monde dans le Poggio, pas assez d'équipiers pour faire exploser dès le pied. Donc bah, ça suit, quoi. Bah, sinon, j'ai une idée de compo pour eux, hein, pour l'année prochaine, hein, s'ils veulent vraiment tenter de tout faire péter dans le Cipressa, ils ramènent Ouais, j'ai Ayuso, peur. McNulty, Adam Yates sur la course et on est bon, quoi. Ah, ah ouais, Enfin, je tous pense les que grimpeurs, tous les potentiels leaders de course par étape, boum. ouais, ben voilà, s'ils veulent faire vraiment péter dans les bosses, enfin et dans les descentes, tu ramènes cette équipe-là. Je pense que là, au moins, tu viens avec une ambition claire. Enfin, malheureusement, là, Hirschi a pas été bon. Del Toro, il a été bon, mais trop vite seul, en fait. Et Wellens, comme tu as dit, on ne le fait pas rouler avant le Poggio, forcément.
Et même Wellens, il a commencé tard, hein, son sprint du pot de jeu. Donc, limite, tu peux avoir encore un équipier avec Wellens. Avant Wellens, puis tu as Wellens qui lance, et puis tu as Pogacar qui va. Et peut-être que là, on voit un truc où Van Der Poel souffre. Mais Van Der Poel, j'ai l'impression il a jamais été mis en difficulté. Donc, ouais, je sais pas, ramène Mike McNulty, bon sur des courses de 200 km, ramène Ayuso, à voir ce que ça peut donner, mais je pense qu'il a un bon potentiel là-dessus. Et Adam Yates, c'est un classique man avant d'être un grimpeur sur ses dernières années, enfin, sur ses meilleures années à l'époque. Donc, ouais, franchement, on y va. Une compo comme ça, on tente. L'année prochaine, je suis chaud. Mais je vais même aller plus loin. Est-ce que vraiment Pogacar a pas le niveau, mais a le profil pour gagner sans Remo? Bah, Parce personne n'a que, le profil en pour gagner vrai, sans Remo. oui, mais je trouve que c'est pas l'énorme descendeur qui peut faire la différence et garder l'écart qu'il peut faire dans le Poggio dans la descente. Genre, même si une année il arrive vraiment à être hyper fort dans le Poggio c'est court et c'est pas assez dur pour lui. Il va pas mettre 30 secondes au peloton et au groupe de poursuivants au sommet du Poggio. Et, Ouais, et Pogacar qui s'élance dans la descente avec, je sais pas, une dizaine de secondes d'avance, je suis même pas sûr qu'il les tienne. Hein. Parce que Pogacar, dès qu'on le voit faire une descente à fond, c'est pas le meilleur descendeur du monde, il va souvent à la faute, il arrive pas à garder l'écart, ça revient facilement derrière. je suis d'accord. Et je pense qu'il y a peut-être une année où il doit tenter d'attaquer dans le Cipressa, parce que je pense que c'est dans un coin de sa tête. Enfin, déjà, c'était prévu plus ou moins cette année, ça n'a pas été fait. Donc, peut-être qu'il va rester une année, il va tenter dans le Cipressa. Et puis, je pense que le seul moyen pour lui de gagner, bah, c'est de faire un peu un coup à la Steven il y a 3 ans, quoi. Donc, ouais, de juste être patient dans le peloton, de suivre s'il y a vraiment un coup qui part. Et après, soit tu tentes un coup du kilomètre, ou au pire, même tout simplement, tu sprints, enfin. Pogacar fait encore troisième de l'étape après tout ce qu'il a donné. Il sprint devant Pedersen, Ouais, il bat il sprint Pedersen, ouais. devant enfin, il est ouais, ça il y a juste Matthews et Philipsen qui sont trop forts devant lui, mais ouais, il bat Pedersen au sprint, il y a de bons c'est quand même des bons sprinters dans ce groupe-là, il les bat, quoi. Donc ouais, Pogacar au sprint peut même gagner Milan-San Remo comme Alaf aussi l'a fait il y a 5 ans. On va parler un peu de Philipsen un peu plus en détail, et quand je dis en détail, tu vois où je veux en venir. Philipsen, c'est son premier monument, on voit qu'il prend de plus en plus d'importance chez Alpecin. Van Der Poel n'hésite pas à se mettre au travail pour lui-même, carrément. Pour avoir un Van Der Poel champion du monde qui se sacrifie pour toi, c'est quand même sacrément la classe. Mais dernièrement, si vous ne les avez pas suivis sur les réseaux et tout, il y a quand même des rumeurs. Philipsen l'a même dit lui-même. Ben, il n'est pas fermé à un départ et il y a plusieurs rumeurs pour des départs dans d'autres équipes. On parle notamment de Bora, on parle d'un retour chez UAE, il vient de là-bas, et on parle aussi d'un transfert chez Tudor. Donc il n'est pas fermé à un départ. Est-ce que ça serait vraiment la solution pour lui? Parce qu'au final, bah, tu regardes chez Alpecin, bah, est-ce que Van Der Poel le bouge vraiment? Van Der Poel, dès qu'il a l'occasion, il n'hésite pas à se sacrifier pour lui. Et sur le dernier tour, c'est le cas. Là, c'est le cas encore aujourd'hui. Ouais, bah, déjà je suis content que l'info elle sorte plus ou moins officiellement et de lui-même parce que enfin, en vrai, depuis un mois, tu sais, j'en parle, hein, qu'il a changé d'agence et que donc forcément il vise quelque chose, potentiellement il part. Et si moi, de ma position de chômeur, juste comme ça, qui regarde, les réseaux sociaux de temps en temps, j'ai trouvé l'information, enfin, ça peut dire que la pression pouvait très vite monter de n'importe qui, n'importe quel média, tout ça, s'il le voyait, quoi. Donc déjà ça, je suis content qu'il en parle de lui-même, que vraiment il s'affirme. En plus, sa décla, elle est vraiment forte, je trouve, tu vois? Il dit: «Mes 5 prochaines années vont être les meilleures de ma carrière, trouve-moi la meilleure équipe», tu vois? Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment fort. Il y a le point Van Der Poel où je suis totalement d'accord avec toi. S'il y a pas Van Der Poel aujourd'hui, Philipsen gagne pas. Et je pense que Philipsen, tout comme Van Der Poel, ont besoin l'un de l'autre, hein. On a vu sur Paris-Roubaix l'année passée, Van Der Poel gagne aussi parce que Philipsen derrière est capable de tenir et de faire, même 2. Mais maintenant, ouais, je pense que ça va quand même beaucoup se marcher sur les pattes dans un futur. Philipsen, c'est un Tom Boonen en puissance. Il doit Ouah, aussi aller ouah, faire les j'aurais pas classiques osé pavés. cette comparaison. Beh, il doit aller faire les classiques pavés aussi, tu vois? Et par exemple, là, tu regardes le programme de Philipsen cette année, il va pas sur le 3. Je sais même pas s'il va sur Ronde. Mais les classiques pavés, même qui grimpent, sont dans son registre. Et le Euh, Poggio vient encore de le montrer, donc ouais, voilà, je pense que faut qu'il parte malheureusement, que ce sera mieux pour, les 2. Après, il y a d'autres équipes où Philipsen peut aller et il sera leader, hein. Moi, j'en ai déjà parlé, je trouve qu'Ineos serait le bon plan pour lui. La Soudal, ça peut être bien aussi si, Merlier part. Et puis après, bah, je te laisse un peu t'exprimer sur les 3 équipes qui ont été annoncées, hein, ce que tu vois avec UAE, avec Bora et Tudor, euh, parce que moi, j'en ai déjà assez parlé. Philipsen, pour te dire le programme, il va tous les faire, hein, les classiques. Hein. Il va faire Bruges de Panne, Grand Game Doars, Ronde Roubaix. Il y a juste le 3 qui fait pas. C'est la seule qui fait OK. pas de toute la saison. Il va même faire l'Amstel.
sauf changement de planning, on va dire. Maintenant, moi, Philipsen, ouais, les rumeurs sur les 3 équipes, j'avoue que Bora, je vois pas trop. UAE non plus, parce que si déjà là, il a envie de partir ou il est pas fermé en tout cas à un départ, parce que peut-être bouché sur certaines courses, retourner chez UAE et Bora, c'est une connerie sans nom. Hein. Parce qu'il peut dire, il peut faire une croix sur le tour peut-être. Enfin, en tout cas, sur beaucoup de courses, Poga sera toujours privilégié à Philipsen. Ça, j'en suis quasiment sûr. Bora, c'est pareil. Bora, l'équipe est vachement tournée sur la montagne et sur les courses par étapes. Est-ce que la Bora serait capable de dire à tous ces grimpeurs que sur un grand tour, c'est Philipsen, voire même sur le tour, c'est Philipsen et son train qui y va? Je suis pas sûr. Par contre, tu dors en vrai. Bah, je me dis que c'est pas si déconnant. Hein. Je me dis que c'est pas si déconnant. Ça peut paraître fou parce que l'équipe est hyper jeune. Ils sont encore en Conti Pro. L'année prochaine, ils sont sûrs d'être en Conti Pro. Mais déjà, cette année, ils sont invités sur beaucoup de courses. Et c'est pas la première fois qu'on verrait un gros coureur et un gros leader partir dans une équipe Conti Pro comme ça, quoi. Sagan l'a fait au tout début de Bora. Bon, Bora sont montés l'année où Sagan est recruté. Bon, donc niveau timing, Grâce à c'est lui, autre hein, chose. tout simplement. Oui, c'est grâce à lui qui monte d'ailleurs. Mais tu dors dans tous les cas, et qu'ils soient en Conti Pro ou non, tu recrutes Philipsen, t'es assuré d'être invité sur le tour l'année prochaine, t'es assuré d'être invité sur toutes les classiques et de partout. Donc en vrai, Philipsen chez Tudor, je trouve pas que c'est si affolant que ça. Mais quand je vois quand même bah, la place qu'il a chez Alpecin maintenant, et comment il est estimé par l'équipe et même par Van Der Poel, est-ce qu'il a vraiment besoin de partir? Je suis pas sûr. Hein. Bah, s'il veut étoffer son palmarès, je pense que oui. Parce que là, limite, c'est comme si on avait Bonnell Cancellara dans la même équipe, tu vois. Dans le sens où t'as Les le- comparaisons. ouais, la comparaison est un peu rude, et c'est parce que c'est aussi la tier list qu'on a fait dans la semaine en tête, mais t'as le gros sprinter qui peut attendre derrière et t'es sûr qu'il va te régler le sprint du groupe. Et c'est un peu en ça que je vois Philipsen et comme un peu Bonnell était. Mais maintenant, Van Der Poel, c'est le mec qui va être hyper agressif et qui va quand même attaquer parce qu'il sait que s'il emmène trop de monde au sprint, il gagnera pas. Et enfin, du coup, avoir les 2, c'est pas intéressant, dans le sens où ils vont se partager les palmarès, tout ça. Alors que si c'est l'un contre l'autre, ben, oui, ils vont se les partager, mais tu as plus de chances de gagner un peu. Tu vois, si tu es le meilleur, tu as plus de chances de gagner. Tu vois, chez Visma, tu vois, il y a la technique où tu as beaucoup de leaders, tu en as genre 4-5 et les 5 ont beaucoup de chances de gagner. Enfin, l'équipe a plus de chances de gagner, mais sur le plan personnel, tu pas plus de chances de gagner. Et on voit aussi que, par exemple, un Mathieu Van Der Poel, il se débrouille tout seul, il bat les Visma parce qu'il est tout simplement meilleur, quoi. Donc je pense que Philipsen, avec Milan-San Remo et même Paris-Roubaix l'année passée déjà, hein, il montre qu'il est vraiment à un niveau où il est capable de gagner, de mettre au-dessus de la Visma et de même potentiellement concurrencer Pogacar et Van Der Poel pour moi. Donc pour moi, il faudrait qu'il parte et qu'il soit vraiment leader classique dans une équipe. La Tudor, c'est une très bonne option comme tu as dit. Ça me fera un peu de mal pour De Klein parce qu'il a été prolongé et que on voit qu'il est très bon sprinter. Maintenant, il y a moins de coexister, je pense, entre les deux. Et ouais, quoi, ouais, allons-y, Philipsen leader dans une autre équipe, moi je suis vraiment totalement partant. Ouais, dites-nous dans le chat, vous, c'est quoi votre avis là-dessus? Est-ce que Philipsen doit rester? Est-ce qu'il doit partir? Si oui, dans quelle équipe? Dites-nous Et, un petit peu. et ça me rappelle que Philipsen n'est même pas le seul coureur qui a annoncé hein, que une équipe comme Tudor, ça l'intéresserait beaucoup dans ces derniers jours. Van Aert a exactement dit la même chose, il a dit que en fin de carrière, d'ici peut-être, ben, ouais, d'ici, je crois qu'il a encore son contrat avec Visma, pardon, et ça va durer encore longtemps, mais il a dit qu'il n'est pas fermé à un départ vers une X ou Tudor pour, dans un rôle d'un peu capitaine de route, homme qui apporte expérience dans l'équipe. Donc, Bah, Tudor, il y a ouais, même là, des petites rumeurs et des petits trucs sur Kung aussi. Hein. Tudor, ouais, ouais, c'est une mais équipe qui attire en vrai, hein, vu le recrutement qu'ils ont fait cet hiver, vu ah, la ils ont place qu'ils sont en Cancellara, train hein. de prendre. Ouais, ils ont Cancellara façon dans l'organigramme de l'équipe, donc non, l'équipe attire. Hein. Ouais, c'est ça, et tu vois qu'Uno X est sur le même modèle maintenant avec Torishov qui arrive. Donc, honnêtement, tu sens qu'il y a des équipes en World Tour, elles doivent vraiment faire gaffe parce que en dessous, non seulement tu as les moyens financiers de te monter en World Tour, mais tu commences aussi à avoir les coureurs, quoi. Donc, Mais en vrai, j'irais même plus loin, tu sais, on n'arrête pas de dire que Tudor, c'est peut-être un peu tard pour la montée World Tour dès 2026, parce qu'il y a pas mal de retard et tout. Mais si t'as un Philipsen qui débarque, en une saison, il est capable de te reboucher le retard à lui tout seul. Hein. un peu une saison à la Arnaud Delis. On va voir plus, hein. Philipsen, il va sur le tour, il gagne le maillot vert avec 5 étapes chez Tudor comme il l'a fait l'an dernier.
il gagne un monument, il fait des places sur les courses pavées. À Tudor, ils vont monter très très vite par rapport aux autres équipes qui sont dans le fond du World Tour, hein. Ah non, c'est vrai que Tudor, j'avoue que moi j'y pensais vraiment pas parce que ouais, tout simplement, bah, c'était hors de la compétition pour le World Tour, sur cette vague, sur cette période de 3 ans. Mais ouais, je suis sûr qu'avec tous les arguments que tu me sors depuis un petit temps, ouais, non, clairement, Tudor, c'est une très, très, très bonne option, quoi. Ils ont un train de sprint en plus qui est déjà très bon, hein, on le voit, donc ouais, non, clairement, je suis d'accord. On va parler de la course des Lidl Trek aussi, parce que c'est un peu l'équipe qui s'est retrouvée en surnombre avec les UAE dans le final. Ils avaient Mats Pedersen et Jasper Stuyven. Stuyven qui s'est complètement sacrifié pour Mats Pedersen, ça a joué à 100% la carte du Danois par rapport à Jasper. Et moi je trouve que ça a été une erreur quand même. Pedersen, déjà dans le Poggio, sur le sommet du Poggio, il avait pas l'air très fringant, il avait pas l'air d'être aussi fort que l'an dernier par exemple où il galérait un peu à suivre. Il était pas souvent dans les 4-5 premières positions du groupe de tête. Alors que Steven, je sais pas, niveau impression et au niveau jambes, Steven m'a fait une énorme impression. Et je me demande s'il aurait pas dû jouer sa carte, bah, un peu comme l'année où il gagne, suivre le coup de Mohoric en bas de la descente, tenter quelque chose, plutôt que de vraiment tout miser sur Pedersen. Mais il me semblait un peu cramé quand il a commencé à rouler, derrière Pidcock Sobrero. Mais ouais, peut-être que c'est parce qu'il avait dû trop rouler déjà peut-être pour boucher l'écart en descente. Je sais pas trop il était placé où en descente, au sommet? Moi, je sais plus trop c'est où. Je crois que c'est quand les deux s'en vont sur le sommet. Mais j'avais vraiment l'impression qu'il était ultra fort et qu'il était capable d'y aller et tout, hein. Mais tu sentais qu'il était retenu parce que t'avais Pedersen un peu plus en galère derrière. Ouais, non, c'est clair. Mais ouais, clairement, je pense que bah, déjà il arrive pour relayer très tard. C'est peut-être aussi, un souci, peut-être qu'il ouais, je sais pas, il y a peut-être un problème de communication, de gestion. Après Pedersen fait la course quasiment parfaite jusqu'au sprint, quoi. C'est Ouais, il du sprint du coup, mauvais côté. si au final il gagne son sprint, on dit rien, on dit que c'est une bonne tactique de la Lidl Trek, c'est juste que ouais, bah, Pedersen a manqué son sprint et qui récupère même pas un podium à l'arrivée, quoi. Sinon, ouais, je pense qu'on n'aurait pas ce discours-là, donc je sais pas trop te dire. En tout cas, ouais, Steven, incroyable qu'il soit là, encore. Donc ça faisait qu'il y avait une supériorité numérique pour Lidl Trek et bon, ça a un peu enterré, Mohoric, mon prono qui allait très bien passer. T'as trop le seum. Mais ouais, j'avoue que j'ai un peu le seum. Surtout que Poga est devant en plus, hein. ouais, en plus, le scénario, tu vois, je le sentais bien, tu vois? Donc vraiment, je suis trop triste. Mais ouais, en soi, la Trek, je trouve qu'ils ont c'est eux qui ont été les plus en avant sur toute la course, c'est eux qui ont le plus roulé, que UAE voulait rouler que dans les bosses, faut quand même pas se mentir et ouais, ils ont fait le boulot malheureusement. Bon, Petersen 4, Steven 8. Dommage. Un autre homme hyper fort, c'est Alberto Becciol. Il vient chercher un top 5. En plus, Becciol, oh là là, quand on a fait la tier list des Classic Men, on avait vu que bah, il gagne son Tour des Flandres, mais après, sur aucun autre monument, il avait perf, il avait fait top 10, voire top 15. Il était vraiment hyper loin à chaque fois. Bah là, c'est sa deuxième plus grosse performance en carrière sur un monument, sa cinquième place. Et bah, c'est sûrement le plus fort derrière les deux, dans le final et dans le Poggio. Il a déjà été très très fort sur Milan-Turin en début de semaine. En plus, Milan-Turin, ils ont passé exprès la course 3 jours avant San Remo avec un profil qui ressemble un petit peu pour vraiment faire une prépa, quoi. Donc, ouais, Betchol dans une très très grande forme et une très très grosse performance. Ouais, c'est en fait, vraiment, c'est de toute façon, on en parlait, hein, qu'il allait avoir un gars dans cette tier list de classiques qui allait nous faire taire maintenant sur San Remo, qui allait venir nous dire: «Ouais, regarde, maintenant je suis bon et tout, monte-moi d'un cran». Bah, c'était Bettiol là, clairement et ouais, il a montré qu'il était bon il y a 3 jours. Sur Tirreno, il était pas mauvais non plus, il fait 4ème d'un sprint, hein Ouais. et ouais, c'est toujours Bettiol, il est toujours bon cette période-là. Malheureusement, souvent ça il y a soit il chute, soit il y a un problème de jambe et tout, mais ouais, là, peut-être qu'il arrive aussi vers ses 30 ans, il commence à être plus mature, plus régulier dans ses résultats, donc peut-être qu'on va avoir peut-être le meilleur Bettiol que sur les 5 prochaines années et tant mieux. Ça a toujours été un coureur qui performait bien sur les courses longues. Il y a aussi une belle place au Grand Revel Game, je crois, en 2020 et je m'attendais plus à un coureur explosif, dans les bosses qui fait son effort, mais sur la plaine, c'est aussi un très, très bon rouleur, donc ouais, pourquoi pas, s'améliorer d'année en année maintenant pour Bettiol. Il a encore peut-être 3 ans de progression, hein, les classiques, on sait très bien que le pic, il est à 33 ans, voire 34 ans, donc il y a le temps. Et t'en penses quoi de cette affaire, bon, cette affaire, de
Je sais pas si tu as vu un petit peu les réactions par rapport à ça sur les réseaux et compagnie de sa tenue. Bettiol qui a fait Milan-Turin et je crois qu'il a refait pareil ici. Avec un maillot et des équipements quasiment faits pour des chronos pour être vraiment aéro au max. Euh, je sais pas trop quoi en penser, hein. J'avoue que je trouve ça un peu bizarre, hein. Ouais, ça me surprend pas en soi. J'ai pas du tout vu le passer l'info, mais ça me surprend pas En gros, parce vraiment, que bah là, j'ai pas fait attention, mais il me semble que c'est à peu près pareil. Peut-être pas aussi abusé, mais sur Milan-Turin, il avait prévu. Il a étudié le profil. EF avait prévu le coup. Il ouais, la était défense. casque aéro de chrono. Il était gants de chrono. Il avait le maillot manche longue collé à la peau comme les tuniques de chrono. Il avait vraiment tout comme s'il partait pour faire un chrono. Euh, Bon, ça c'est ça, hein. et il sort dans le final et il tient en mode rouleur dans le final pour aller chercher la gagne. Donc, j'ai quand même un peu de mal, quoi, parce que oui, les gains marginaux, tout ça, tout ça. Si on commence à avoir les dégaines des mecs en chrono, même sur les courses en ligne, Non, c'est sûr. tu vas Après, voir Visma débarquer avec leur casque, là, sur après, Roubaix. non, mais c'est sûr, je suis totalement d'accord. Peut-être que ce sera un peu plus réglementé aussi là-dessus dans les équipements. Mais ouais, ça me surprend pas non plus tant que ça parce que maintenant c'est un contre-la-montre, hein. Milan San Remo, c'est un contre-la-montre de 40, même pas 40 kilomètres, mais ouais, du Cipressa jusqu'à l'arrivée, c'est un contre-la-montre. T'as des équipes qui roulent à fond. T'as la montée du Poggio qui est faite à une vitesse, ben, c'est encore un record battu cette année. Et puis Ouais. t'as la descente où il faut être plus aéro parce que soit tu reviens sur un groupe, soit t'es devant et t'essaies de lâcher un groupe, de faire une distance. Donc ouais, c'est pas trop d'avis, mais bon, ça vient. Peut-être que c'est aussi ça qui amène les bons résultats de Bettiol. Donc ouais, bah, bon coup d'IF, hein. Exactement. On voit la suite du top 10. On a des noms qu'on voit depuis le début de saison passée, hein, notamment Van Gils, qui fait 7. Il a fait un très 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 bon début de saison, le cours de la Lotto Destiny. Là, il fait 7. Bon, c'était un petit nom à garder dans un coin de la tête pour ce San Remo. Là, il a Oh, tenu le j'avoue, choc, hein. j'y pensais pas du tout, je t'avoue. Je me disais que c'est en fait, je savais même pas qu'il était sur la course tellement je me dis: «Mais c'est trop roulant pour lui, c'est trop plat». Donc toi, Stradé, OK, c'est une course, de mouvement, c'est une course longue, tout ça, mais ça grimpe, ça redescend, il y a du pavé, enfin du chemin de terre, pardon. Mais là, c'est tout plat, pendant 200 kilomètres quoi et Van Gils, c'est là. Donc hyper impressionné. On peut parler de Dely directement, hein. Il a pas été ramené sur la course et tout et Ouais. on se disait c'était un peu bizarre qu'il ne mette pas son bilan cerveau alors qu'il va faire des courses à côté, la veille et la surveille. Ouais, bah, Van Gils a répondu présent et c'est incroyable. Franchement, pour l'auto, bah, je pense que tu pouvais pas espérer mieux que d'avoir un mec dans le top 10 sans avoir de liste sur la course, donc incroyable. Après, la justification de Lee, j'avoue, j'ai pas trop compris. On va en parler vite fait après en revenant sur les résultats de la semaine très rapidement, mais on l'enlève de San Remo en disant que il est pas totalement remis de sa chute sur le Samin. C'est qu'il a abandonné par Inis, c'était galère, il avait mal au genou notamment. Euh, et à la place, on me dit bah tu vas pas sur San Remo parce que il a besoin de repos, il a besoin de se remettre, mais tu vas le foutre sur des courses pavées, des courses avec bordure hyper dures la même semaine. Bon, je suis pas sûr que c'était la meilleure des idées pour le genou non plus. Et en plus, il a été fort sur les deux courses, donc bon, je pense Ouais, que bah, Deli au final sur ce San Remo, ça aurait pas été déconnant de le voir quand même. ouais, non, c'est clair et du coup, ouais, pour une fois aussi, la Lotto, bah, qui est pas venue avec une, tactique en mode, on est les favoris avec Caleb Ewan. C'est aussi la première sans Caleb Ewan, hein, depuis un moment et ils ont quand même répondu présent donc ouais, la nouvelle génération de Lotto est vraiment impressionnante. S'ils arrivent à garder tous leurs coureurs, pour les 5 prochaines années, ça peut être vraiment incroyable, quoi. Ils ont une jeunesse, incroyable, leur développement, elle est bien aussi, enfin, non, c'est vraiment une belle équipe en puissance et ils avaient besoin de sang frais chez Lotto. Et le dernier nom qu'on n'a pas parlé dans le top 10, tu sais c'est lequel? On aime bien faire des petites blagues, t'aimes bien faire des petites vannes sur lui, sur sa saison. Julien Alaphilippe, j'ai été hyper surpris quand même de son final, de sa course. Bah, c'est peut-être la plus belle course, c'est là où on l'a vu au plus haut niveau depuis qu'il a eu du mal et qu'il a enchaîné les mauvaises performances depuis un an et demi, 2 ans. Donc si ça peut le remettre en confiance pour la saison des classiques et surtout les Ardennaises qui arrivent, parce que je pense que l'objectif ultime d'Alaf, peu importe son niveau, ça reste Liège. Il l'a toujours pas à son palmarès, donc ça reste l'objectif numéro un, je pense, pour lui. Si ça peut le remettre en confiance, c'est pas mal, hein, surtout qu'en plus il a une crevaison
dans le dernier kilomètre, il arrive à faire 9. Bon, je pense il est content de sa course. De toute manière, et puis même sans la crevaison, bon, je pense pas qu'il joue la gagne quand même par rapport aux 4-5 devant, donc je pense pas qu'il ait de regrets par rapport à ça. Ouais, c'est clair et ouais, on a eu un Laf discret et souvent quand il est discret, c'est là où il est le plus fort à Laf en vrai, hein. Donc ouais, c'est une bonne course de sa part et comme Van Gils, je m'y attendais pas spécialement, mais pour d'autres raisons, hein, enfin évidentes et ouais, ça vient récompenser un peu, ce début de saison d'Alaf qui est pas si mauvais sur les classiques, mais vraiment poussif, à la répétition d'efforts Après, donc beaucoup de mauvaises chances sur le week-end d'ouverture. Je sais pas si tu te souviens, l'Omloop Kurn. ouais, l'Omloop il était pas mauvais par exemple et il chute quoi donc Il chute 2-3 fois, il abandonne. Bon, mmh il y a eu un peu de et puis malchance ce après week-end-là, hein. ouais et toute sa pression mentale aussi avec, le fait vert, les problèmes, tout ça, donc ouais, ça va lui faire du bien et mais par contre, tu vois, avec cette course, je remarque qu'à la je t'en parlais un peu en semaine, mais en descente, il est plus aussi, il prend plus autant de risques qu'avant. Il est plus aussi C'est agressif la... qu'avant dans la Tu descente. vas nous parler de la théorie du bébé là? Ouais, entre autres, mais il y a pas que ça, je pense, hein. Il y a aussi le fait qu'il est aussi peut-être encore un peu gêné par d'autres chutes ou quoi, c'est possible, hein, mais dans tous les cas, ouais, Alaf n'est plus, le gros descendeur qu'il était. Genre, tu vois, là, avant, c'était le mec qui pouvait m'impressionner en descente et même dans une descente comme celle-ci. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus Mohoric et Pidcock qui m'ont surpris. Mais ouais, Alaf était vraiment même dans une descente, il était, invisible et c'est ce qui lui ouais, au final, bah, j'avais même oublié qu'Alaf était dans ce groupe, tu vois? Et si elle dans le dernier kilomètre, par exemple, tu as Alaf qui attaque et qui va la gagner Milan-San Remo, beh, j'aurais dit: «Beh, il sort d'où?» Tu vois? J'aurais été vraiment choqué en mode: «Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il était où? Est-ce qu'il était là au sommet ou quoi?» Enfin, mais ouais, très belle course d'Alaphilippe, ça va le mettre bien, je pense et bon, beh, bon courage pour la suite des classiques parce que ça va être rude et espérons qu'il tombe pas à nouveau aussi, quoi. Je vous affiche la suite du classement avec au-delà du top 10. C'est vrai que ça en parle dans le chat. On a une très très grosse course, mais de la malchance pour Ghana, qui a, je sais pas si c'est un saut de chaîne ou un problème au sommet du podium, mais il était dans les meilleurs. Donc sans ça, il est de sûr dans le groupe de 12 qui joue la gagne. Peut-être qu'il tente quelque chose, peut-être que ça permet à Pitcock aussi de tenter quelque chose d'autre et de mieux jouer la carte Ineos et la carte collective. Je crois qu'il a totalement relâché son effort, hein, je le vois même pas dans le top 30. Je sais pas où il finit. Ouais. Philippe Ogana, il finit 40ème à plus d'une minute avec Zingley. Donc il a complètement coupé après son problème. Beh, tant que tu parles de Zinglé aussi, un mention à Cofidis qui a roulé en tête de peloton à un moment sur Milan-San Remo, tu sais pas pourquoi. Ils avaient une option avec 2 leaders, 3 leaders, je sais pas quoi, le premier 41e à 1 minute. Voilà. Ouais, je dirais rien. Mais c'est vrai que oui. Sinon, bah, je sais pas si tu veux parler de quelqu'un d'autre, hein. Bon, on a eu le petit coup de Sobrero, la petite tentative. Ouais, Bah, c'était le coup à tenter pour lui, hein. Il a pas forcément de pointe de vitesse. En bas de la descente, il tente un peu de s'extirper. Il a réussi à prendre quelques mètres d'avance, mais c'est vite revenu. Mais en vrai, bah, c'est juste qu'il y a VDP, hein. Parce que ouais, c'est ça. en fait, les coups de Sobrero qu'on voit en bas de la descente, de Mohoric, de Pitcock qui contre aussi à un moment donné, c'est des coups qu'on a souvent vu être gagnants sur San Remo, au même endroit de la course. Sauf que là, bah, t'as Van Der Poel qui gère parfaitement bien et qui gère tout pour Philipsen, donc dommage pour eux. Il y Ah avait non, un mais mec c'est en clair, trop. hein. C'est clair, hein, Mohoric, il retente, au pied de la descente. Je sais plus, c'était Alaf qui l'avait tenté, je pense, il y a 3 ans, l'année où Steven gagne. Sobrero et Pidcock, ils partent quasiment au même endroit où Steven et Craig Andersen avaient attaqué, il y a 3 ans. Non, franchement, c'était des bons coups et juste que Van Der Poel, il nous a ressorti, son classique de l'Amstel, 2019 où il revient sur Fugel, Alaf, Ketko et tout là et qui ramène tout le monde. Alors moi, tu sais que je savais pas que Philippe était là, je me dis: «Mais attends, il va vraiment Oui, mais sprinter, c'est pour ça. ramener tout le monde». Moi, c'est pareil. Je savais pas que Philipsen était là. Et moi, je me disais, mais il court n'importe comment, Van Der Poel. Il fait n'importe quoi, genre. Tu sais que moi, Tu... j'avais en tête l'Amstel, hein, vraiment, hein. Je me disais: «Mais il est en train de refaire la même». Sauf que là, derrière, c'est pas Ouais. des mecs Ouais. de l'échappée, Ouais. c'est pas des Simon Kerr qui va faire 2 et tout. Là, c'était Pogačar, Pedersen, Matthews, enfin Ah ouais, non, mais au non, final, franchement, quand tu vois Philipsen débouler, tu comprends tout son final à VDP et c'est parfaitement ouais, joué. Mais j'avoue que surtout avec moi, leur j'étais maillot en en. jean là. Ah ouais, pff, ah, horrible. J'étais en. En fait, c'est surtout dans la descente, j'étais en mode pourquoi il relaie pas Poga? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi au Mmh. sommet du Poggio il le compte pas?
Pourquoi il roule sur tout le monde qui attaque comme s'il était sûr de lui sur le replat à la fin là et qu'il emmène tout le monde. Non, c'est Au clair. final, parfaitement. Et ouais, et ouais, pour revenir sur Sombrero, bah, surpris que ce soit en fait, je pense m'attendais pas à ce qu'il y ait une carte vraiment, pour Bora et même quand tu t'attends à rien, il y a Sombrero qui vient de sortir un top 12, malheureusement pas le top 10. Bon, ouais, il était en France sur Paris-Nice aussi, hein, c'était souvent lui le dernier homme avant Vlasov et Roglic et ouais, franchement Sombrero, impressionnant. Le transfert lui fait peut-être aussi du bien et pourtant chez Jayco, il avait quand même, de l'espace pour s'exprimer et là, il en a encore et on le voit sur des profils où on s'y attend pas trop donc vraiment, impressionné pour le beau-frère de Filippo Ganna, d'ailleurs. Ah, je vois que ça parle RTBF, Eurosport. Moi, franchement, Eurosport peut avoir des petits soucis par moment et ils peuvent se tromper ou pas voir un coureur. Je trouve que ça reste quand même les meilleurs dans le sens où San Remo, c'est le parfait exemple. T'as 300 km, t'as 270 bornes où t'es censé faire la sieste. Tu les mets en fond, ils se tapent des barres, ils commandent comme s'ils étaient au bistrot du coin entre potes. Et les 250 km tout plat sur San Remo passent en 2 secondes comme si c'était une étape de plaine du tour de 120 bornes, genre. Donc, Ouais, et ça sur les autres chaînes, je trouve que c'est trop sérieux et c'est trop ça. Donc, petit big up à Eurosport. Moi, ouais je kiffe pour ça. Après, bon, ça dépend le et style qu'on préfère. c'est aussi la seule chaîne qui commençait, dès le matin, la diffusion, Oui, non? en plus. Oui. Enfin, d'habitude, tu vois, je regarde souvent sur RTBF en même temps pour comparer un peu les commentaires et ce qui se dit, tu vois? Mais là, en fait, j'avais totalement oublié que le la diffusion commençait à 14h, j'étais déjà dans la course Ah et oui, oui. aussi occupé à côté, hein, mais comme d'hab, sur, Une course sur Milan San Remo, mais ouais, j'avais totalement zappé qu'en fait, il y avait une diffusion que je devais mettre à côté donc ça aussi, c'est un peu, mauvais coup de com', je trouve, de la RTBF, par exemple, qui a commencé trop tard, quoi. Exactement. Exactement. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire sur ce San Remo. J'avoue, je pense Non, qu'on a bien fait le tour, hein. Peut-être Matchouz. C'est vrai que non, Matchouz, on en a pas parlé du tout. ah oui, c'est vrai. On a complètement oublié Matchouz qui sort. Tu vois, on nous aurait dit de sortir 10 noms. J'aurais pas sorti Matchouz. En tout cas, c'est pas le nom qui me serait venu à l'esprit. Et là, il est le plus. C'est la course où il est le plus proche d'aller chercher un monument. Je suis trop triste pour lui. Je suis très content pour Philipsen qui gagne et qui chope un premier monument aussi. Mais vas-y, Philipsen, il est jeune, il aura toute sa carrière devant lui pour en choper d'autres, je pense. Matchouz, c'est un coureur exceptionnel. Il a fait tellement de places d'honneur et compagnie. Il n'a pas un seul monument. C'est un coureur qui mérite d'en avoir un. Et là, il passe au plus près. Et puis, il y a cette Ouais, image après la ligne. Ouais, c'est pour ça que le vélo, c'est vraiment un sport à part. Le mec, il est plus vers la fin de carrière que le début. Il vient de perdre un monument pour 2 centimètres. Et première image qu'on voit de lui, il est tout sourire, il est hyper heureux pour Philipsen, ils se prennent dans les bras. ouais, c'est le groupe de copains, hein, le podium là, Ouais, comme ouais, je disais, ouais, c'est le podium, c'est les potes, 3 hein. potes, ouais. Et Mathieu, c'est le grand pote de Pogacar, je me rappelle même l'année passée, il aidait, Pogacar pour les sprints inter alors que c'était pas dans la même équipe et là, ouais, Philipsen, on sait très bien que c'est une des raisons pour lesquelles Philipsen pourrait aller chez UAE, hein, malgré, qu'il serait bloqué un peu par Pogacar, c'est le fait qu'en fait, ils sont super potes donc ouais, ouais, Mathieu vraiment déçu. Et en fait, vraiment, il a tout fait dans sa carrière, il lui manque juste un monument Ouais, il le mériterait tellement. et peut-être un titre mondial aussi, à l'époque où Sagan était trop fort et en a pris 3. Mais ouais, punaise, Matthews, quoi. Sérieux, il a tout bien fait. Son sprint, tu sens qu'il est à fond, il fait du zigzag, oui, bien sûr, mais il était tellement à fond, je pense, et il était au bout et il a fait le sprint de sa vie. Et même là, ça passe pas parce que t'as Philipsen qui arrive à passer, faire, à le battre. Ouais, Et puis, c'est trop triste. tu le sens même que c'est un bon gars parce que au début du sprint et dans le sprint, il avait tellement moyen, sans être déclassé et en jouant avec les règles, en étant rude mais ok, de fermer la porte à Philipsen, ce qui se fait souvent dans les sprints et tout. Bon, il l'a pas fait, hein. Il s'est écarté, il a laissé la place pour vraiment avoir un sprint hyper réglo entre les deux. Ouais, ouais, non. Ouais, Matthews, c'est un chic type, hein, vraiment. Et... Attends, ouais, c'est le genre de gars, vraiment, tu te dis, ouais, il aura pas gagné la grosse course, vraiment, pour qu'on dise il fait partie des légendes, mais quand même, quoi. Ouais, c'est très fort, sa carrière est très très forte. Ouais. Au final, son maillot vert, c'est un peu l'un des seuls trucs qui Ouais, ressort. non, c'est clair. Donc ouais, un peu triste pour Michael Matthews, hein. Bon, je pense qu'on a parlé de tout le monde cette fois-ci, on a oublié personne. Bon, il y a d'autres équipes à parler, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Les Visma qui sont passés à côté, hein, la porte qui se fait décramponner, même pas dans la Cipressa, mais dans le Capo Berta. Koi, bah, moi ça m'étonne pas de le voir sprinter dans le groupe derrière pour la 13e place. Je C'est pense ça, pas en qu'il soit fait. capable d'être plus haut, donc à partir de ce moment-là, c'était déjà perdu.
pourquoi il y a Ouais, pas Van Aert. Il veut se concentrer à 100% pour les pavés, mais je pense pas que. Genre, je vois le scénario de course aujourd'hui. Van Aert, il est totalement dans les 12 devant et il joue la gagne. Hein, donc, oui, c'est sûr et puis même à Laporte, en forme à son niveau, et aussi dans les 12 devant donc en soi, ouais, c'est peut-être qu'il y avait trop de responsabilités sur Ko, il s'était peu je comprends même pas enterrer Ko, il a fait la course qu'il fallait. Il a passé de Cipressa déjà, c'était cool en fait, enfin, c'était bien donc ouais et puis juste là, comme là, je le vois en dessous de Ko au classement, bah, Pity, comme je sais que beaucoup l'attendaient, quand tout le monde commençait à le surcoter, hein. On connaît, hein, un coureur, il commence à non, performer dans une équipe française, ouais, mais après, vu son début de saison, c'est pas étonnant que beaucoup de personnes en ont parlé. Hein. ouais, mais Milan San Remo reste quand même un monument, tu Ah vois? Et oui, je non, pense mais de toute façon, qu'au oui, ceux qui le mettaient favori ou je sais pas, qui le voyaient tenir le premier groupe là à San Remo, ils c'est sont ça. juste d'élus de. Non, non, bien sûr que C'est non. ça, c'est ça, c'est dans ce sens-là, hein. Je pense que là, la 15e place, c'est très bien et c'est, bah, je pense un résultat, le résultat qu'il devait aller Mais de toute façon, chercher. c'est son premier monument, je crois. Ou alors il en a peut-être fait un l'année dernière en équipier, mais je l'ai pas en tête. Et surtout, première fois qu'il fait une course aussi longue. Ça va forcément lui Ouais, servir. c'est Hein. ça. C'est déjà très bien de le voir 15e là. Hein. Ouais, c'est ça et puis même quand tu vois, par exemple, une course comme Kurn où il s'est fait aussi péter par, les meilleurs dans un secteur pavé, ben, ouais, voilà, il est à son niveau, en fait et 15e, c'est déjà très bien, je pense pour, son âge, pour l'équipe aussi Groupama, FDJ et ouais, enfin par exemple, et même dans cette aussi un peu cette «lutte» entre guillemets contre Desmar qui, lui est parti avec, toutes ces histoires, tout le truc qu'il a fait, beh, il finit devant Desmar Ah bah et Desmar, il Groupama a pas à se finit plaindre non plus, quoi. 43e. Donc voilà, ils ont pas à se plaindre du résultat et c'est déjà très bien que Petit fasse 15 et ouais, faut pas non plus trop lui mettre la pression, je pense, que ce soit sur les réseaux, que ce soit, peu importe où, parce qu'on en voit quand même de plus en plus aussi de la hype Laurent Pitty et voilà, faut pas le mettre un coureur plus gros que ce qu'il n'est déjà. C'est déjà un bon coureur et à l'avenir, enfin bref, je me mélange. Bon, je te propose qu'on passe vite fait en revue les petites courses, les petites classiques qu'il y a eu tout au long de la semaine. Il y a eu pas mal de semi-classiques en Belgique, dans le nord de la France. Il y a eu Milan-Turin aussi pour préparer San Remo. On va pas s'éterniser non plus dessus parce qu'il y a Catalogne, il y a beaucoup de choses à dire sur les courses qui arrivent. Il y a une grosse semaine à venir là, niveau vélo. On va commencer par le Danili Course, le Nokere Course entre Daines et Nokere. Semi-classique belge, finale sur pavé. Et on a eu une démonstration littéralement dans le sprint final de Merlier qui s'adjuge Fabio Jacobsen et Jasper Philipsen. Merlier continue son énorme début de saison. Hein. Ouais, gros début de saison, il est un peu de moins bien sur Tirreno et je doutais un peu, mais il revient toujours bien sur Nokeres, sa 3e année consécutive, 3e victoire consécutive sur Nokere Course Ouais, mais il aime trop ce et genre de ouais, classique. il a réglé Philipsen, proprement. Comme, un bleu en fait, limite et ça va le remettre bien, ça va le remettre en confiance avant Bruges de Panne où ça va peut-être être le deuxième gros choc entre les 2 et Jacobsen qui vient s'intercaler, pas mal, c'est intéressant aussi parce que, ouais, Jacobsen, ben, sur les classiques, c'est toujours un peu plus compliqué, j'ai l'impression, sur les semi-classiques belges et ouais, ça va lui faire du bien et à voir ce que ça va donner même avec un train, un peu plus rodé aussi pour lui sur les courses, sans pavé. Bah, j'affiche à l'écran la photo. Bon, il est pas arrivé en solitaire, hein, c'est un vrai sprint, hein, même s'il y a 10 vélos d'écart derrière. Euh, bah ouais, Merlier très très fort, rien à dire. On verra ce que ça va donner sur les premières grosses classiques qui arrivent cette semaine, Classic World Tour. Parce qu'il y aura des courses qui lui conviennent plus que bien avec Game, avec Bruges de Panne. Donc, on va voir s'il continue sur sa lancée. Hein, mais franchement, si tu vois, faudra faire un premier bilan après les classiques au niveau sprinter, Merlier, c'est sans doute le meilleur cette année. C'est le numéro 1. Ouais, non, bah, ouais, ça se battait avec Philipsen, mais c'est vrai que Philipsen qui chute sur Tirreno et qui se fait battre 2 fois par Milan, ça le remet peut-être un peu plus dans le peloton. Donc, ouais, Merlier est quand même le plus régulier, je pense, dans ce début de saison. Clairement, il a gagné partout et ouais, Philipsen n'a pas assez couru à sa charge. Donc, Ouais. ouais, passons à la suite avec Milan-Torino. On en a un peu parlé Oui. déjà avec Bettiol, du coup, qui s'adjuge la victoire en partant tout seul avec bon, bah, son Belle tactique des équipement. UAE. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, belle tactique des UAE. Christen, Hirschi, Ulissi, de 3-4 Et j'en parlais et tout à ben, l'heure de sa tenue d'ailleurs, je te coupe, mais voilà. Regarde le casque de chrono, la visière de chrono sur les yeux, les gants, la tunique qui englobe même les mains, le cuissard. Ah, il était en mode chrono, le Alberto là.
Ouais, ouais, bah, visiblement ça paye, hein. En même temps, tu me diras faire des efforts solitaires, c'est aussi dans son registre. C'est énormément dans son registre même et du coup, bah, en fait, limite quand tu pars avec cet équipement-là, le peloton doit savoir que tu vas attaquer donc voilà, sois préparé, quoi et du coup, bah, ouais, les personne a pu aller le prendre et la tactique QE, je pense qu'on va aussi en parler dans la course d'après, hein, avec le GP de Denain. Parce que là aussi, ils nous ont encore, montré qu'ils avaient beaucoup de leaders, mais que niveau spectacle, c'était un peu dans tous les sens. Ah, mais en vrai, niveau stratégique, UAE, ils nous ont sorti une petite semaine sympa, hein. Mmh, Au niveau de la course d'équipe, ouais, ça a été pas mal. Tu l'as dit, le Grand Prix de Denain, c'est la course qu'on a le plus suivie parmi ces petites semi-classiques. On l'avait regardé en live. Euh, enfin, scénario hyper prenant, hyper sympa. Avec l'échappée matinale qui tient jusqu'au bout. Et on a un sprint entre Yannick Steimeleu, qu'on avait un peu perdu de vue. L'année dernière, il était chez la Quickstep. Il était chez la Soudal Quickstep. Il est parti chez la Q36. C'était un petit peu le glow down pour Steimeleu. Mais là, il vient chercher sa petite victoire, sa petite classique dans un sprint à deux devant Seriel de Salle. Et derrière, les favoris piégés, le magnifique strike de Stefan Kung. Ah, ouais, c'était une c'est belle course. en plus, il y avait vraiment ce truc de: «Est-ce que l'échappée va tenir? Est-ce que le peloton va revenir ou pas?» et moi, je t'avais dit directement, je disais: «L'échappée va tenir», sauf qu'à un moment, ben, derrière, ça commençait vraiment à rouler fort et puis dans le dernier secteur, tu as Kung qui se met à relayer. Tu te dis: «Kung, tu attaques ou tu relais là? Tu fais quoi, en fait?» et en fait, non, bah, il a juste chuté donc c'était aucun des Ouais. 2, c'était juste Ah bah, la 3e ils option. étaient un groupe de 8. Ils ont fini à 7 au sol. Il en a pas loupé un. Et le seul qui l'a loupé, il a fini sur le bas-côté. Donc, au final, ça l'a Ouais quand et même freiné. c'est Deli en plus, je pense donc Non, non, c'est Deli Van qui Moor. Deli, c'est il est Van pris Moer, dans oui. la chute. C'est Van Moor. Et tu sais, t'as Van Moor et je crois que c'est Hugo Van Page. Gestel? Je crois que c'est Hugo Ah Page, oui. si je dis pas de conneries, qui se retrouve à 2. C'est les seuls à repartir vite. Mais là, Oui, tu pas. Van Gestel revient Ouais, après, Van Gestel revient justement avec Deli. Et puis t'as Van Moor qui se sacrifie pour Deli. Mais bon, tu passes d'un groupe de 8 où t'as Kung, t'as machin. Ils allaient faire le secteur à fond à un groupe de 2 dans le vent en plus. Bah, c'était gagné pour les hommes de tête. Mais du coup, Steinle, pour en parler vite fait, peut-être. Bah, c'était un gros espoir chez Soudal Quickstep. Et on l'a un peu perdu de vue. Il a pas trop confirmé, il a pas su passer ce cap. Et là, bah, même quand on regardait la course, je t'ai dit, attends, c'est le Seimle de Quickstep là? Je savais même pas. ouais, mais c'est ça, c'est le gros rouleur, très gros, profil sur les prologues. C'est vraiment sa spécialité, mais ouais, on le voyait trop peu et son année 2020 était vraiment pas mal. Il faisait quelques sprints sur la Vuelta, il a 3e d'une étape sur la Vuelta en 2020. De souvenir, c'était derrière, Philipsen et Fred Wright et en fait, ouais, on l'a totalement perdu de vue, même sur les courses type, Tour de Wallonie, Tour de Belgique où il y a des chronos à son avantage, où le parcours il est quand même bien, on le voyait pas. Sur les classiques pavés, ben, on le voyait pas non plus et ouais, bah, là, son arrivée chez Q36 lui permet d'aller en échappée aussi, ça lui fait du bien, il va s'imposer donc ouais, j'espère que ça va le remettre en confiance. Il a déjà 27 ans donc ouais, perds pas de temps mon gars. Et enfin, la dernière classique, où je sais pas si tu veux parler plus en détail de UAE, t'as un peu introduit le truc. Borgado? Non, mais ouais, ils ont à chaque fois envoyé des gars devant alors que l'échappée allait potentiellement au bout. On voyait qu'il y avait 3 minutes d'avance pour l'échappée. En fait, au lieu de rouler tout simplement, on sacrifie un, 2 et on décide d'attaquer à chaque fois et de mettre s'aimer un peu plus sa zizanie dans le groupe. Enfin, on dirait qu'ils jouaient vraiment la place d'honneur et c'est un peu dommage parce que je pense que sans ça, ben, du coup, il y a pas oui, il y a peut-être pas la chute avec, Kuhn qui roule devant, mais tout simplement, il y a une meilleure option sur la victoire à la fin, quoi. Et Breden Coxide classique. Classique promise au sprinter, même si on a eu d'énormes coups de bordure, beaucoup de vent sur la course. Et c'est Luca Mozzato qui s'impose pour Arkea BNB devant Dylan Groenewegen et Gerben Tyson. Comme je l'ai dit, on a eu une course marquée par les bordures. Je sais pas si tu as vu la vidéo d'Arnaud Delis qui rebouche le trou avec le vent dans la gueule. Monstrueux. Ouais, mais Monstrueux comment il rebouche tout seul. entre la chute de la veille et ce qui nous a sorti du coup sur cette bordure, bah, qu'est-ce qu'il foutait là, en fait? Enfin, c'était pire Ouais, qu'aller sur Milan San Remo au final donc ah oui, je suis d'accord. ouais, c'est dommage. Enfin, bah, déjà dommage qu'il ne gagne pas. Enfin, je pense que la loto s'est un peu fait avoir cette fois sur cette course et c'est assez rare que la loto Destiny se fasse avoir sur une course, sur le semi-classique belge. Mais ouais, Mozzato était vraiment bon et Mozzato aussi, je pense qu'une victoire, ça lui fait du bien.
Ça fait je sais même pas s'il en a déjà eu une depuis qu'il a signé, depuis qu'il est arrivé en France avec BNB et puis maintenant Arkea donc ça va lui faire du bien. Ça va vraiment lui faire du bien. Il était pas mauvais chez BNB, je trouve son année 2022 est vraiment solide et puis après l'année passée, c'était un leadership un peu trop partagé, enfin des sprints un peu trop partagés avec toute la flopée de sprinters qu'a, Arkea donc voilà. L'an dernier, il gagne Binch et Binch et une étape du Tour du Limousin. Voilà. Avec Arkea BNB. Luca Ouais, il doit Mozzato. avoir Mais surtout, ça peut peut-être mettre un petit boxon chez Arkea qui a recruté Desmar pour les sprints, qui passe complètement à côté et qui arrive pas à retrouver son niveau depuis le début de l'année. Bah, Mozzato, il montre qu'il est là et qu'il faut peut-être compter sur lui aussi, hein. exactement. En plus, Mozzato sur le Tour de France, on a déjà vu qu'il est capable de faire des top 10, même du top 5 donc franchement, Desmar ouais, poisson ouais, pilote. bah, en plus, bah, de toute façon, Desmar est un poisson pilote dans l'âme, hein, il lance toujours à 300 mètres donc tu juste à te mettre dans sa roue et s'il est dans sa meilleure forme, tu peux le battre quand même parce qu'il va lancer trop tôt donc ouais, ouais, non, clairement, j'avoue qu'ils ont fait tout un truc pour ramener Desmar et sur les premiers mois, ça avait l'air d'être la bonne affaire, mais là, maintenant que la saison a repris, tu sens que c'est déjà fini, quoi. Exactement. Bah écoutez, ça c'était un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine au niveau des courses du calendrier cycliste. Si jamais vous étiez passé à côté, on sait que dans le vélo, il y a beaucoup de courses qui s'enchaînent. Il y en a plusieurs par jour de temps en temps. Donc si Même vous étiez... aujourd'hui, il y avait la Loire-Atlantique, hein, Oui, on on n'a n'en pas a pas vu la course, parlé. hein, honnêtement, Mm, mm. mais victoire de la Pera, voilà, un homme en forme de ce début de saison. Encore une victoire pour Decathlon AG2R, donc mais on n'a pas vu la course, on va pas vous faire le Ouais, débrief tout bah c'est pour simplement, ça ouais, donc qu'on n'en parle pas. La Loire-Atlantique, pas diffusée, la même pas sur une en chaîne plus. régionale de France TV ou quoi. Donc bah, on peut pas, on va pas parler d'une course qu'on n'a pas vue, donc c'est un peu dommage. Ça peut mettre même la course en danger tout simplement. Pas de revenus TV et compagnie, pas de diffusion. Donc voilà. On passe Ouais. au calendrier. Qu'est-ce qui nous attend un petit peu cette semaine parce qu'il y a du très très lourd. Ouais, bah, le World Tour continue, hein, on est en plein dedans et la Catalogne directement pour commencer lundi, avec un très beau parcours, beaucoup de montagnes, Ouais. 3 arrivées au sommet, 4. 3 arrivent au sommet juste avant la Catalogne. Demain, il y aura le Grand Prix de Cholet, qui s'appelle le Ah oui, Cholet Aglo Tour, désormais. Donc ça sera demain. Si jamais vous avez rien à faire de votre dimanche, il y a une petite course. Il me semble qu'elle est diffusée, Cholet, donc vous pourrez la voir. Oui, tu l'as dit, Catalogne, on va revenir en détail sur les étapes et la start list. En parallèle de la Catalogne, il y aura la semaine Copier Bartali, de mardi à samedi, course de 5 jours. Et en parallèle encore de tout ça, bah, il y aura le début du gros enchaînement des Flandriennes, avec Bruges de Panne le mercredi. Le vendredi, on aura l'E3 Saxo Classique. Et le dimanche, on termine la semaine avec Gand-Wevelgem. Dimanche, on aura une petite journée sympa, avec l'étape de Barcelone et l'Alto de Montjuic en Catalogne, Gand-Wevelgem, et même la route Tourangelle en ouais, parallèle. ouais, ouais, trois courses par jour, la classique, c'est on va kiffer, hein, tout simplement. Tu l'as un peu introduit, le parcours de Catalogne. Un parcours très sympa. Ils ont réussi à nous dénicher une petite arrivée au sommet qu'on n'avait encore jamais vue. Donc bah, ça change, c'est pas mal. On a une première étape bah, mi-vallonnée, bon, je pense que ça serait une arrivée groupée ou peut-être un mec qui arrive à sortir dans le final. Mais on devrait pas s'attendre à énormément de mouvements, je pense. Euh, Au niveau du deuxième jour, ça sera l'arrivée à Valter 2000, donc col assez roulant dans l'ensemble. Le troisième jour, ça sera l'arrivée à Port-Aîné. Là, on est déjà sur quelque chose d'un peu plus dur, surtout qu'on a le port de Canto juste avant. Donc ça sera la deuxième arrivée au sommet. On aura une arrivée à Leida, qui devrait être l'étape la plus simple de la semaine sur papier. Le lendemain, je vais pas dire le nom de l'arrivée, mais vous le voyez au niveau du profil. Profil pour baroudeur, ça peut partir de loin. On a pas mal de difficultés et ça fait que monter et descendre toute la journée. Et c'est celle-là que je vous parlais, l'arrivée à Keralt. Ça sera la veille de Barcelone, ça sera le samedi. Avec un dernier mur d'un peu moins de 10 km à 7,2%, mais ça enchaîne, hein. On a des gros murs là, on a un col de 5 km à 9% de moyenne quasiment, à 30 bandes de l'arrivée, à moins de 30 bandes de l'arrivée. On a un col avec 5 km à 11% aussi. Donc ça va monter même assez haut en altitude. Et la fameuse étape de Barcelone. Voilà. T'en penses quoi niveau parcours? On est sur un Ouais, bon parcours, stylé. hein. Ouais, clairement, bon parcours et comme tu as dit, en fait, il y a de la nouveauté, donc ça va vraiment être sympa et ce col de Pradel, là, en plein milieu, ouais, il est effrayant, hein, il est Ah ouais, vraiment ouais, effrayant, mais ouais, le col de Pradel, c'est... Attends, je peux peut-être vous sortir le col plus en détail. Bah voilà. Les, ouais, les 5 derniers kilomètres 500,
Oh Ah mon non, mais, Dieu. mais Ah, même attends, l'enchaînement t'as un petit là. kilomètre à 8%, c'est le petit replat. Sinon, les autres kilomètres, c'est du 11,7, 12,7, 11,4. Bon, Ouais, non, c'est. Je pense que même sur cette Catalane, faut pas y aller si t'es un sprinter, même si t'as un. Tu sais, d'habitude, il y a souvent le petit sprinter de seconde zone qui veut y aller parce que t'as quand même de quoi aller gagner une victoire World Tour, hein. ouais. Franchement, n'y va pas, hein. Ou bien abandonne étape 5 si tu veux, mais arrête-toi après. Après, t'as Keralt, après, t'as Montjuic. Maintenant, tu vois que ça part aussi de loin, ça commence à faire des trucs de fou. Donc, ouais, non, Et arrête-toi étape 5, tu s'il la te plaît, vois si t'es sur l'étape sprinter. de Keralt, la petite attaque de Poga dans Pradel, là. Ah, mais oui, Parce mais qu'au ça final, pète en Pradel. l'étape est pas si longue, hein. Au sommet de Ouais. Pradel, t'es à peine 55-60 km de l'arrivée. Enfin, à peine. Quand tu connais Ah non, Poga et mais ce qu'il a fait, c'est pas grand chose, il peut le faire. ah non, mais je suis totalement d'accord, hein, l'étape elle pète à ce moment-là et même si elle pète pas, en fait, Pogacar naturellement, il va juste accélérer et puis Hmm. ciao, il y a plus Ouais, personne et en limite. plus, le samedi, il n'y a pas de classique en parallèle, donc on sera à 100% concentré dessus. Ah non, Ah non, j'ai c'est vraiment clair, hâte de cette étape. clair. On va revenir sur la start list. On parle de Poga, donc vous savez, il le fait. Bon, il y a certaines équipes qui sont pas encore annoncées, mais on connaît les leaders à peu près. La Boransgreux va venir avec Alexander Vlasov qui sort d'un bon Paris-Nice et Sergio Higuita. Movistar qui va venir avec Henrik Mas et Quintana. On va les voir un petit peu ensemble les deux. On va voir ce que ça donne. Est-ce que Henrik Mas va retrouver des jambes après son Tirreno? Guillaume Martin. Bah tu vois, tu parlais de sprinter, il y a Brian Cocard sur la course pour Cofidis. Impressionnant, enfin surprenant surtout, mais On a pourquoi pas. Lengnesun chez UnoX. Bon, UAE, ils viennent. Ils rigolent pas, ils viennent avec Poga. Il y aura Almeida et Vine. Si je dis pas de conneries, c'est la première fois que Almeida et Poga vont se croiser de la saison. Donc on verra déjà comment ça va cohabiter entre les deux. Euh, En vrai, tu sais qu'on dit que Poga a un petit. Enfin, pas un tapin, mais en tout cas, il a une. C'est le grandissime favori. Moi, je me souviens d'un Pays Basque où il joue le second rôle et ça laisse Magnulti partir de loin et tout. Ça m'étonnerait pas de voir Almeida un peu dans le même rôle, hein. Après, voir Ouais, bah Almeida attaquer, bon voilà, mais ou alors un Vine, je sais pas, mais ah ouais, non, c'est fort possible, hein, mais après le Paris-Nice qui vont sortir, je suis pas tant rassuré que ça, donc ouais. ouais, je pense que ouais, ce sera plus Pogacar, qui sera un peu seul contre, le monde et ouais, donc pour le moment, dans ce que tu as cité, tu vois, je trouve que la compo Movistar, incroyable, hein. Ils ont mis tous leurs grimpeurs, leurs meilleurs grimpeurs, les 4 avec Sosa, Ah oui, Rubio, j'ai ouais, cité que les Quintana. deux, mais ouais, il y a Rubio, il y a Sosa, il y a Arcas, il y a Donc Garcia Cortina qui voilà, sera là pour si ça arrive groupé aussi. ouais, c'est clair et Romo, il a un bon début de saison aussi sur, Gran Camino, donc vraiment là, je crois ils ont mis une compo, c'est une compo que tu peux voir sur la Vuelta en fin de saison, Ouais. quoi, c'est waouh! Visma Uijtenbrooks qui fera enfin sa première course sans être dans les pattes de Vingegaard. Il aura Kuss, mais je pense qu'il peut quand même être leader, il peut sortir du lot. On a Euskaltel bien sûr qui est invité, hein, l'équipe quasiment locale. Vishkara sera là en leader. Egan Bernal, est-ce qu'il va enfin confirmer? Est-ce que si Egan confirme, alors qu'il est avec Rodriguez, Guerrent et tout, il est dans une grosse compo, est-ce que tu vas enfin y croire à Bernal? Même là, genre imaginons on sort de Catalogne, Bernal il te sort un top 5. Ça ferait beaucoup quand même. Ce Ça serait pas juste du one shot. Ce serait pas déconnant, hein, mais à voir, c'est quoi la suite de son programme après parce que, ouais, peut-être que c'est du surménage aussi, hein. Non mais moi je te C'est le dis, mec qui veut tu m'écoutes, Bernal, c'est ce qui va se passer, hein, je vois l'avenir. Il va te faire un podium en Catalogne, ok. Et Ineos va paniquer, ils vont le foutre sur le tour et ça sera lui leader, podium du tour. et sur le tour, c'est lui qui va paniquer et non? OK. Ouais, Ouais. Alpecin, tu veux continuer? Vas-y, vas-y, Alpecin, vas-y. bon, Alpecin, les mecs annoncés, Caden Groves. Bon, bizarre vu le parcours, Axel Laurent. Ah mais Groves, c'est l'année passée aussi, il était déjà là, hein, c'est pour aller prendre Ouais. ses sprints quoi, mais Bah, il y a 2 étapes, voire 3 qui peuvent peut-être arriver, avec des mecs rapides, mais ça va quand même être compliqué surtout à gérer, quoi. clair. Bon, Arkea, voilà. Fortunato chez Astana, voilà. On a qui d'autre? On a du Valentin Paré-Peintre, qui est de retour chez Decathlon après son gros début de saison. Ça, j'ai bien hâte de voir ce que ça donne, surtout que bah, quand je vois les autres noms, ça risque d'être le leader, je pense. Ouais, avec Berthet, hein, sûrement, Ouais, les 2. ouais. Donc Lenny Martinez chez Groupama FDJ, lui aussi a confirmé son gros début de saison, Lenny, avec toutes ses belles perfs et ses victoires. On aura un Yukarty Chavez chez EF. Mikel Landa qui sera leader, eh oui, chez Soudal Quickstep. Ça, je pense que je vais t'entendre. Je vais t'entendre. Je vais t'entendre. Il est avec Van Wilder et Freelanda, Le Serre.
Ouais, en fait, il sera équipé de Van Wilder. Il y a Simon Yates chez Jayco. On annonce du Stephen Williams, le vainqueur du Tour de Under avec Dylan Tunch chez Israel Premier Take. Et puis du Maxime Van Gils qui continue chez l'Auto Destiny, qui peut être la bonne carte aussi. Donc voilà pour quasiment l'entièreté de la start list de ce Tour de Catalogne. Ouais, c'est pas mal, hein. Et je vais te demander, mec, qui as-tu Le choisi prono, comme prono? le prono, Exact. j'ai choisi Tadej Pogacar. Bizarre. Bizarre. Putain, tu copié sur moi ou quoi? J'ai aussi Tadej Oh là Pogacar! là 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 là, trop étonnant. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais c'est le gros favori de toute façon et on l'a encore vu aujourd'hui, il est fort, il est en forme, il y a pas d'histoire de 2 semaines sans rouler, machin chouette, c'est voilà, Bah, de toute façon, Pogacar. les risques, quand on te demande un prono, le but c'est quoi? C'est de sortir le gagnant. Pogacar, il va gagner 85% de ses courses de l'année. C'est pareil avec VDP, c'est pareil avec Vinge. Donc c'est simple, la strat, c'est toutes les courses où ils le font, il faut dire leur nom. Voilà, le but Ouais. c'est de faire des points, le but c'est de trouver le vainqueur, c'est pas de faire le hipster à sortir un nom de fou, hein. Ah oui. Après, le coup de Mohoric sur Milan-San Remo, il est pas si mal, hein, ça a failli, hein. Ouais, mais t'as raté, il est derrière Poga. Ouais, 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 ouais ouais, ouais. Non, et voilà, ouais, hein. c'est clair. Voilà, voilà pour la Catalogne. Comme on vous l'a dit, il n'y aura pas que la Catalogne, pardon, cette semaine. Il y aura également l'enchaînement des classiques. Bruges de Panne, la classique préférée des sprinters. Bien évidemment, si on regarde un petit peu le palmarès de Bruges de Panne, bah, bon, on a souvent des sprinters qui s'imposent, hein, Philipsen, Tim Merlier, Sam Bennett, Yves Lampart, Dylan Groenewegen. Ouais, Yves Lampart qui est le seul non-sprinter à avoir gagné sur les 5 dernières années. Donc, bon, c'est du tout plat. C'est du tout plat, Bruges de Panne. Au niveau de la start list, bah, du coup, on est sur des sprinters, hein. On aura un autre duel Philipsen-Merlier, a priori. Gerben Tyson. Démarre avec Mozzato. Les deux alignés sur la même course. Ouais, Non. en plus avec de la bordure, au programme donc Ouais, ouais, donc en vrai, ça va être ouais, intéressant et je pense qu'il y a du. Bah, tout simplement, il y a des choses à prouver pour Mozzato et Démarre, quoi. c'est clair. Ensuite, ouais, et puis je vois qu'il y a du beau nom ensuite qui s'enchaîne, hein. Phil Boss qui peut aller confirmer, pour la Bahreïn, Jordi Meeus pour la Bora qui fait c'est son retour, non? Jordi Meeus, je sais pas s'il a déjà roulé cette saison. S'il a roulé à Algarve. Ah, il a Bon, beaucoup en tout roulé, cas, hein. Meeus qui démarre sa campagne de classique, vu qu'il a pas vraiment fait beaucoup de sprint en mode sprinter chez Bora cette année et il va pas beaucoup en faire visiblement en ce début de saison donc Ouais. Meeus leader des classiques. Il y a quand même Wellsford qui est là, puis Ah, ben, il y a Cofidis, Gaviria, il y a Jacobsen, il y a Groenewegen, il y a Ackermann, il y a Molano. Ah, bon, il y a tous les sprinters, hein. De toute façon, ouais, il comme y a tu l'as Geoffrey dit, Soupe. Eh oui. Geoffrey Soupe. Ah, Arvid ils de sont invités Klein. sur une course pour Arvid le de Tour? Klein. Ouais, Oui. deuxième course pour le Tour, C'est en tout cas. l'une des rares classiques où ils sont invités total. OK, OK. Je pensais qu'ils s'arrêtaient à Paris-Nice en Donc, fait. Ouais, ça va alors. il y a beaucoup de beau monde quand même, hein. Je vais te demander Ouais. ton prono. Mon prono, j'ai mis qui moi? Attends, je réfléchis. Philipsen forcément, voilà. T'as mis Philipsen? Heu, ouais. Ok, on n'a pas le même prono. J'ai mis Tim Merlier. Ah, Voilà. attends, mais il y a un ou 2 qui prendra un point au moins. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Non, peut-être pas. 2 jours après, ça sera vendredi prochain. E3. E3 Saxo Classique. Là, on sera quand même sur du profil bien plus flandrien, bien plus difficile. Le 3, petite répétition avant le Tour des Flandres. Généralement, c'est comme ça qu'elle se propose en tout cas. 210 km pratiquement. Il y a du vieux Quarmont, il y a pas mal de monts qu'on connaît bien. Il y a du Paterberg aussi. Donc, ça va s'enchaîner, hein. Faudra être présent au niveau de la start list. Bah, il y a tout le monde. Forcément, c'est l'une des plus belles flandriennes de la saison. Wout van Aert et l'Armada Visma Bike. Et là, la porte Benoît Jurgensen a fini Tratnik Van Barle. C'est, il me semble, la même formation copier-coller que l'Homme On avait vu il y a un mois. Un peu moins d'un mois, j'abuse. Mathieu Van Der Poel pour Alpecin. Et puis, bah, il y a tout le monde, hein. Il y a la Philippe Asgreen, Lampart pour Soudal Quickstep. Bini Guillermet avec Hugo Page chez Intermarché Wanty. Il y a du Albanese. Je vois du Matej Moric Dossard 1 chez Bahrain Victorious. On a du Danny Van Poppel, du Oliver Nassen chez Decathlon AG2R. On verra si c'était un one-shot ou pas l'Homme pour Nassen. Il y a le duo Madouas Kung chez Groupama FDJ, forcément. Betchol, qui est en bonne forme. Alors,
J'ose espérer que c'est une erreur. Il y a Carlos Rodriguez chez Ineos. Bon, la course est dans une semaine, dans 6 jours exactement. Donc, bon, j'espère pour lui et que pour Ineos, c'est une erreur. Peut-être qu'il a envie de se faire un petit kiff sur les pavés. Donc, on Ouais, on verra bien. teste, hein. Ouais, 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 ouais. Parce que faut pas oublier qu'il y a les chemins de terre sur, Oui, c'est le vrai. Tour de France et que, hein, faut peut-être se tester aussi sur de la classique avant, de la classique pavée Ah, donc bah, du coup, tu vas sur l'Estradé, quoi. Parce que chemin de terre et pavé, c'est ouais, pas vraiment la même chose. Hein. Les chemins de terre, ce ouais, sera c'est pas aussi clair. dur qu'un Paterberg. Ouais, c'est clair, on peut même tu vas sur Paris-Roubaix parce que c'est tout plat quoi et tu te testes quoi, Ouais. ouais, ça va être, un peu casse-pattes pour lui. On aura Mats Pedersen qui est là, Michael Matthews, Oyer Lascano, champion d'Espagne chez Movistar, Tim Wellens, très fort en ce début de saison, avec Nils Politt et Marc Hirschi chez UAE. Pas de Morgado, mec. Désolé pour toi. Il y a Arnaud Delis chez Lotto. Voilà, Hugo Fuglsang. Voilà pour la start list en général de cette E3 Saxo classique. Ouais, 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 ben, il y a pas de Pogacar non plus, hein. Je pense que essayer de pas mettre ces 2 gros leaders, Ouais, enfin, de toute manière, Flandrienne. pour ceux qui n'auraient pas suivi, Pogacar ne fait aucune Flandrienne cette année. Il se concentre à 110% sur le doublé de Giro Tour et du coup, il fait vraiment très très peu de courses. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, mais ouais, ouais, tu mets le troisième leader pavé de l'équipe, hein, Wellens, parce que le deuxième c'est Morgado forcément. Bon, bah, ça peut être pas mal, hein. Ton prono, cher ami? Mon prono, bah, ça commence par un van, figure-toi. Et C'est j'ai qui? mis Van der Poel. Ok, ça commence également pour un van de mon côté. En fait, je sais plus c'est qui, attends. C'est pour ça que ta cam s'enlève 2 secondes, mais j'ai plus de batterie dans mon tel. Non, c'est bien ça, ouais, c'est ce que j'ai mis. Attendez, ça commence bien évidemment par un van, mais ce n'est pas Derpool, c'est Hart. Ah, bon, je pensais que t'avais mis Van Poppel, punaise. Ah non, bah non, 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 on reste dans les tapines quand même. On reste pas loin. Ouais, Aïe, 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 ça c'est le choc des deux, hein. L'autre il revient, Van der Poel il a confirmé. C'est beau duel en perspective en tout cas. Enfin duel, exactement. duel, Jorgensen, je ferai attention à lui, hein, il a l'air meilleur que Van der Poel pour le que Van Aert pour le moment donc voilà, voilà. Et enfin, la dernière course, Gand Wevelgem. Gand Wevelgem, 250 km, très très longue classique. C'est peut-être la plus longue classique de l'année hors monument, il me semble. Au-delà de 250 km. Donc, Gand Wevelgem, on connaît, hein, c'est mi-sprinter, mais c'est quand même difficile. Hein, on se souvient de la porte Van Aert qui arrive main dans la main. Ça peut partir de loin. Il y a plusieurs scénarios possibles. Gand Wevelgem, c'est assez sympa quand même. Il peut y avoir un peu de vent. Vraiment, il y a plusieurs scénarios envisageables. Niveau Stardust, bah, c'est la course où c'est le plus léger parce qu'elle est que dimanche prochain, donc elle est dans 8 jours. On a quelques noms, mais dans tous les cas, on sait à peu près qui sera là, quoi. Il y a du Van Aert, il y a du Laporte, il y a du Olaf Koy. On a grosso modo les Flandriens, mais aussi quelques sprinters qui viennent. Parce que c'est peut-être la Flandrienne où tu as le plus de sprinters qui peuvent s'imposer. Il y a du Groenewegen, du Tim Merlier qui sera là, par exemple. Je vois Hugo Page, il y aura Mats Pedersen avec Jonathan Milan. Il y aura Morgado. En tout cas, il est annoncé pour le moment. Jasper Philipsen et VDP, les deux, l'un à côté de l'autre, qui seront là. C'est la première course où ils seront à deux sur pavé, il me semble. Kung est annoncé pour le moment, Nassen est annoncé, Fred White avec Mohoric, Demar Mozzato, les deux annoncés ensemble chez Arkea, Delis chez Lotto Destiny, Turgis chez Total, tu vois, une autre classique où ils sont là. Donc voilà. Ouais, bah, écoute, bah, je vais directement aller, hein, mon prono, hein, Philipsen et si en plus on peut voir Philipsen, avec dans la main de Van der Poel à l'arrivée, ça peut être encore plus beau, hein. Donc Très bien. ouais, Philipsen premier. Et ben moi, mon prono, c'est Philipsen. Ah, on surfe pas du tout sur la hype, hein, ne vous en faites pas. C'était bien préparé. Oh, oh, les bouffons. Aïe, aïe, En plus, on aïe. a fait le prono vraiment 5 minutes avant, l'émission, donc on a bien vu Philipsen gagner Milan-San Remo. Non, mais je sais pas, hein, tu regardes les dernières années. Alors oui, t'as Guirmé, mais Ah mais moi en fait, t'as dans ma quand tête même quelques années où ça arrive au sprint. Et je me dis que Philipsen, même si c'est pas un vrai sprint massif, entre guillemets, ah je mais dans pense ma qu'il tête sera il là, arrive quoi. pas, dans ma tête il gagne pas en sprintant, hein, il gagne en Ah ouais, il part tout seul, genre. genre il part avec, les leaders quoi et ça fait un sprint entre, un groupe de 5-10 quoi mais
Ouais, il y a pas un monde, il y a pas c'est pas le monde où il est emmené avec un vrai train de sprinter, avec du Timo Kilic qui est déjà annoncé et tout, c'est il part comme un Flandrien, quoi. Il gagne comme un Flandrien. Très bien. Bah, écoute, voici nos pronos et un petit peu les previews des courses de la semaine prochaine. Euh, c'est le petit point prono aussi. On a marqué un point chacun, le même point cette semaine. Toutes les semaines, on marque un seul point. C'est terrifiant. Moi, j'ai fait pas mal de points en début de saison. Mais là, ça y est, là, je stagne et je me suis mis à ton niveau, quoi. Tu me faisais trop de Ouais, c'est peine. Faut normal, pas, moi. faut pas avoir un trop gros trou, en fait. Non, mais le pire, c'est que même quand on se trompe vraiment de la pire manière. Genre, Groenewegen, il fait 2 pour nous 2. On a mis le moins bon, enfin, on n'a pas mis le bon leader UAE sur Denain. Enfin, franchement, Ouais, c'est il y ça, a hein. J'avais dit Pogacar, toi Moric pour San Remo. Vous l'avez vu cet après-midi, c'est Philipsen qui a gagné. Après, si on fait le plus proche, j'ai un point. Tu vois, tu proposais ça la dernière fois. ouais, 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 à regret, Merlier, mais bon, Merlier, on a le même prono et ça passe tous les deux. Bon, t'avais dit Polite pour Denain. Bon, de toute façon, Denain, je pense que c'était impronosticable, hein. Quoi qu'il mmh, arrive. Même un médium l'aurait pas vu. Moi, j'ai dit Wellens, il a pas pris le départ. Voilà, au dernier moment, il a dit j'ai pas envie. Donc, on est vraiment dedans. Et Groenewegen, tu l'as dit, il fait 2. Donc, derrière Mozzato. Hmm. ouais. Bon, Ah, on n'est c'est pas pas si mal au glorieux, hein. final. Non, On n'est pas comment si ça mal, Non, non, on mais n'est pas si mal. C'est nul. On est nul. waouh, ça Gros, va. on est fin mars. J'ai 8 points, t'en as que 5. Écoute, c'est la première saison, Et en on est plus, néo-pro. non, mais en plus, il y a pas de. On fait pas un prono par semaine, quoi. Toutes les semaines, il y a 5-6 noms, quoi. Il y a 5-6 pronos, quoi. J'ai pas le nombre de Ouais, pronos qu'on a fait depuis le début de l'année, mais je pense qu'il y en a au moins une trentaine, là, hein. ouais, mais c'est Voire notre 40, première hein. saison, on est néo-pro, tu vois? On doit Ah, faire ouais, nos ouais. marques Donc et 5 sur tout, 30, bof, hein. Là, 5 sur 30. t'as pas le bac, là, hein. Un peloton au départ d'une course, c'est 150 coureurs, hein, et franchement, on est pas mal, hein, t'inquiète, Ah, je suis pas mal, moi, c'est vrai. Toi, je sais pas. t'inquiète, on va se refaire. On va se refaire. Messieurs, ce fut très sympathique de parler avec vous. Ça a été bien plus court que d'habitude, je crois. Ouais, on est sur un peu plus d'une heure là, hein. 1h10, 1h15. Exactement. Bon, allez, je sais que tu voulais en parler. Je te fais ce petit cadeau vu que c'est avant de couper. Je te laisse parler du Tour de Taïwan. Mais Ah vraiment non, 3 non, non, minutes. non, mais tu sais, Ah, tu j'allais voulais juste en te parler, dire maintenant tu parles. Attends, t'assumes. j'allais j'allais juste te parler de la victoire de Blackmore qui, après avoir gagné le Tour de Rwanda, gagne le Tour de Taïwan, donc 2e course par étape remportée pour lui et Israel Startup, pas Startup, c'est l'ancien nom, Israel Premier Tech a réalisé une bonne performance, 3 victoires d'étape et ouais et c'est tout et Blackmore du coup, surveillez-le les gars. C'est ça fait un peu monter dans le train tout simplement. Il a déjà gagné 2 courses par étape, dans 2 continents différents. Ah, 2 sur 2, il a Attendez couru que ça, hein. attendez-vous à ce que quand il revienne en Europe là, soit une menace quoi donc Voilà, il est dans l'académie encore, hein, donc. ouais et pourquoi pas, les gars, c'est déjà un gros nom pour, Tour de l'avenir, pour toutes les courses, les grosses courses espoirs donc ouais, ouais, surveillez-le les gars, surveillez-le. Blackmore. Putain, il est content, je vais laisser parler de son Blackmore. Là, il est heureux. Là, il va passer une bonne soirée, vous voyez. Enfin, Ouais. aïe, aïe, aïe. Bref, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc, comme on l'a dit, hors délai un poil plus court, mais je pense qu'on a fait le tour, hein. On va pas non plus inventer du vide. On a parlé de San Remo, on a parlé des autres courses, on a parlé des courses qui arrivent. Le prochain, par contre, il risque d'être bien plus long, puisqu'il faudra parler de Catalogne et de tout ce qui s'est passé, des classiques et de ce qui s'est passé, du programme de la semaine d'après, où il y aura notamment le Ronde et le Dwars. Donc le prochain, aïe 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 aïe. Ah, le prochain, je vais devoir le cadrer, je le sens. Mm, O ouais, 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 c'est on fera court, t'inquiète et exactement. comme d'hab, hein, les gars, parlez un peu du San Remo en commentaire, si vous attendez à ce Ouais. résultat, ce scénario, tout ça. On les lira, on verra vos avis, tout ça Et vous êtes pas et mal à l'avoir déjà fait, mais n'hésitez pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil à la page Spotify de l'émission et de lâcher votre petit avis 5 étoiles ou autre, hein, si vous n'aimez pas, c'est possible aussi. Donc n'hésitez pas, ça nous fait plaisir et ça montre que qu'il faut continuer tout simplement à bosser et à faire ce format, hein. Et du coup, prochain rendez-vous, bah, ça sera pas samedi, on revient sur le format classique, ça sera lundi. Pas ce lundi-ci, forcément, vous vous en doutez, mais le lundi 25. Voilà, dernière émission de mars, lundi 25 mars, hors délai, épisode 10 peut-être, déjà. peut-être, Comment ça, peut-être. peut-être? Non, c'est sûr, arrête. Beh, je te rappelle que le 31, il y a le Tour des Flandres Oui, mais et qu'on repart sur une autre course par étapes pour le Tour après.
Ah oui, non, mais ça, c'est dans deux émissions. Tu vas plus vite que la musique, là. Effectivement. Mais du coup, on se reverra en mars, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah oui, oui, dans ce sens-là. Ok, pardon, pardon. Ouais, Bref, ouais, on se reverra en mars. merci à ceux qui nous ont suivis en direct. J'espère que vous avez apprécié le petit moment. Merci à ceux qui nous ont écoutés, que ce soit en podcast ou sur la rediff YouTube. Ceux sur YouTube, le petit pouce bleu, l'abonnement. N'hésitez pas à aller suivre Colby sur Twitter, sur X. Pardon. Je sais plus c'est quoi ton arrobase. Il y a plusieurs lettres en double. C'est Colby avec 2 O et 2 Y, je On crois. m'a volé mon pseudo, Ouais, voilà, voilà. j'ai dû Enfin me bref, casser les couilles. cherchez Colby et vous trouverez. Et puis voilà, on fait des bisous. Passez une très très bonne soirée, une très bonne fin de week-end. Bonne semaine à tous pour la semaine prochaine. Et on se dit rendez-vous dans un peu plus d'une semaine, dans 9 jours. Lundi 25. Prenez Lundi note. 25. Eh oui. Salut tout le monde. Bisous. Ciao.